bien, moi, je vais pas directement vous parler du projet de mes avatars, mais je vais essayer de vous brosser un peu ce qui s'est passé avant. Hein, c'est-à-dire que quelle est la théorisation qui nous a permis d'arriver finalement à vouloir expérimenter cette affaire-là? Quels ont été les résultats de recherche, les savoirs ou les habitudes disciplinaires diverses qu'on a rassemblées à cette époque-là, et que comment cette histoire d'immersion matérielle, des questions de recherche et un certain nombre de choses qu'on peut déjà un peu en dire et qui vont nous permettre de poser des questions de recherche, avoir des hypothèses et éventuellement là d'inventer ce genre de dispositif, de mettre au point des protocoles pour essayer d'objectiver donc tout ça, donc simplement d'essayer d'avoir des mesures de choses qui ne sont pas simplement ces déclarations. Donc on a bien vu qu'il y a tout un imaginaire cinématographique, qu'il y a tout un univers de jeux vidéo qui était là, tout ça, mais finalement, au niveau de ce qu'on considère toujours un peu comme scientifique, donc des sciences un peu plus dures que les arts, même les sciences humaines, etc., tout ça, il faut passer par des mesures pour avoir la preuve de quelque chose. Donc c'est un peu donc le background de cette affaire-là que je vais essayer de vous évoquer. Voilà. Donc, alors, on va partir voilà. Donc, c'est les définitions, parce que finalement, cette histoire de l'image interactive, enfin, moi, je viens de là, hein, j'ai fait beaucoup de vidéos, je suis tombé dedans au début des années 70, j'ai fait de la simulation architecturale, donc c'était au début des années 70, avec des caméras pendues au plafond, qui étaient dans une maquette, et on avait un joystick, et puis on avait un écran, et puis on se baladait dans une architecture qui n'était pas encore construite, donc c'était absolument magique. Et puis après, moi, j'ai fait beaucoup de vidéos, et puis j'ai pris le train au début des années 80, à la fin des années 70, de ce qui était l'image interactive. Parce que l'image interactive, moi, je considère personnellement que c'est l'image interactive qui est le paradigme du jeu vidéo. Enfin, finalement, dans une théorie disons un peu simondonienne de cette affaire-là, de philosophie des techniques, il y a eu une espèce de concrétisation des objets techniques comme ça. Au départ, il y a eu une image interactive un peu primitive, et puis finalement, ça s'est complexifié, concrétisé, devenu quelque chose qui est maintenant effectivement une figure. Donc, c'est à la fois le jeu vidéo et sa figure emblématique, l'avatar. Hein. Et il y a aussi une thèse autour de ça, que c'est en fait un nouveau rapport à la technique. Donc, alors il y a quelques éléments théoriques, on en reviendra, c'est les concepts, intersubjectivation, cybernalisation, vision, etc. Alors, tout ça marche comment? C'est que, nous avons lancé un programme de recherche de l'image interactive aux jeux vidéo, qui a duré 4 ans, dans les années 2008-2012. Nous avons fait beaucoup de journées d'études et moi j'ai fini par faire un bouquin avec ça, pas uniquement évidemment avec ça, c'est toute l'histoire de ces médias pour qu'on arrive avec l'informatique, la vidéo, comment on arrive à tout ça, voilà. De là, finalement on s'est aperçu que dans ces journées d'études et dans cette suite d'exploration de tous les domaines, c'est finalement la figure de l'avatar, en fait, qui est sortie. Hein. Et du coup, on a publié avec Étienne Armand un autre ouvrage qui était les avatars jouables du monde numérique et qui est en fait une position assez propre aux sciences de l'information et de la communication, qui est de rassembler un certain nombre de témoignages, d'expériences de terrain, d'observations,
sur ce thème-là. Donc, qu'est-ce que c'est que les avatars jouables, c'est le monde numérique, donc on a déjà parlé, c'est Second Life, etc. Et à l'occasion de ça, nous on s'est aperçu que finalement, ce qui était un espèce de manque d'habitude ou de tradition de scientifiques un peu plus durs, c'est que en fait on était toujours sur des observations au mieux, éventuellement sur le déclaratif, c'est-à-dire qu'on interviewe personne, on interviewe les personnes, on fait des questionnaires, etc. Mais c'est quelque part, on croit les personnes de ce qu'ils disent. Donc les joueurs de jeux vidéo disent je pour leur avatar, disent je suis là-bas, etc., etc. Et nous, on a voulu expérimenter autour de ça. Et on s'est aperçu qu'il y avait des gens dans les neurosciences ou dans la neurophysiologie qui avaient déjà fait des choses avec des avatars et que c'est un domaine tout à fait intéressant qui fait partie des sciences avec une instrumentation de mesure et qui a déjà des résultats de recherche à présenter dans ce domaine-là. Donc, on est allé voir Alain Berthoz, qui a eu la gentillesse de nous préfacer cet ouvrage-là, et à partir de là, on a commencé à essayer de réfléchir comment est-ce qu'on pourrait développer quelque chose qui permette d'étudier d'une manière instrumentée, d'une manière objectivante et pas uniquement témoignante, enfin subjective, donc de recueillir des impressions des sujets, mais de voir que effectivement ces impressions correspondent. Est-ce que ces impressions correspondraient à quelque chose qui est repérable par les méthodes de la neurophysiologie? Alors, et c'est là que on a essayé on a aussi fait publier des articles et finalement j'ai fini par, en 2014, donc à rassembler toute cette affaire-là sous cette notion d'immersion matérielle et essayer de voir qu'est-ce qu'elle a de spécifique et quelle discipline pourrait apporter des choses. Alors, parce que quand même, il y a très très longtemps, déjà, c'est dans les années 80, donc il n'y a pas d'internet vraiment, il n'y a pas encore d'ordinateur, hein, dans les années 80, on a des disquettes de, je sais pas quoi, 128 ou de 500K, mais il y a quelque chose qui apparaît, qui va aussi disparaître assez rapidement, c'est le vidéodisque, et qui va fonctionner, donc là vous voyez un schéma, donc qui est en fait une espèce de bouclage entre un sujet et un ordinateur, avec un écran au milieu, avec l'écran au milieu, donc, et il y a une espèce de bouclage entre l'intentionnalité du sujet, l'action, l'information, l'intentionnalité programmée, qui modifie quelque chose sur l'écran, donc il y a un système bouclé comme ça, et que même un système très primitif, bouclé comme ça, des images qui sont sur des vidéodisques, qui sont des images photographiques. On peut se balader dans une ville, par exemple là, vous voyez un des trucs dont le deuxième truc on a déjà parlé, l'habitat de Lucasfilm, qui est vraiment le premier jeu avec Avatar, mais auparavant, en 78, là on est en 78, il y a une visite virtuelle d'une petite ville américaine qu'on pilote soit avec un écran tactile, parce qu'il y avait effectivement déjà des écrans tactiles à l'époque, soit avec un joystick. C'est un relevé photographique et on se balade dedans et on fait une visite virtuelle dans un espace en avançant, en reculant, en tournant à gauche, en tournant à droite. Alors, je pense que ça marche très bien dans les villes américaines. Et si on veut traquer ce qui s'est passé, c'est que dans les années 2000, les jeux gagnent en définition, ensuite apparaissent les deux grands univers qui sont déjà les plus étudiés dans les sciences de l'information et de la communication,
c'est World of Warcraft, qui est un MMORPG, et Second Life, qui est un méta. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe là que apparaît là la figure de l'avatar. Et la figure de l'avatar, ça veut dire que simplement par rapport au schéma primitif de l'image interactive, on a des espèces de dédoublements. C'est que l'information se dédouble en incorporation, l'intentionnalité du sujet en intersubjectivation, puisqu'il va interagir et avoir une intersubjectivité avec des systèmes techniques, avec d'autres avatars. Donc c'est ce dont on parlait, que effectivement on peut rencontrer d'autres avatars, ou des bots dans les jeux vidéo, ou des automates, que cette information finalement devient une espèce de symbiose entre la personne et la machine, que l'intentionnalité programmée, donc par exemple le jeu vidéo, le concepteur du jeu vidéo a dit l'intentionnalité, ça devient quelque chose qui est une cybernalisation, donc on est en train de changer d'une certaine manière le monde, l'action devient une hybridation, l'information est incorporée et l'action est internalisée. Et donc c'est une espèce de saut, parce qu'on est en train de passer de l'effectuation, qui est un acte très basique comme ça, on voit une image, on clique dessus, on en voit une deuxième, voilà, ça c'est à peu près, c'est effectif, c'est un rapport effectif avec l'image interactive, et avec le jeu vidéo, on s'instancie, comme on a déjà exposé en partie à Mato, on s'instancie dans un monde et dans un avatar. Alors ça permet aussi de maintenant un peu mieux définir ce monde du jeu vidéo, la place centrale de l'avatar et de son monde, où on parle toujours de gameplay, mais on peut dissocier le gameplay en deux cercles, le game et le play. Le play étant le rapport interactif, enfin le rapport primitif de l'image interactive, mais évolué avec la figure de l'avatar. Et le cercle du game, c'est le cercle du game, c'est effectivement ce qu'apporte le jeu réglé du jeu vidéo dans toute cette affaire. Et on peut effectivement se focaliser, et nous c'est ce qu'on essaie de faire, en enlevant justement toute la fiction, tout l'univers du jeu vidéo, les enjeux et tout ça. Vous allez voir, si vous expérimentez ce dispositif, c'est qu'en fait on a opéré une réduction. On a enlevé des dimensions à toute cette problématique pour revenir à quelque chose qui serait, de notre avis, c'est notre hypothèse qui est fondamentale, qui est cette espèce de rapport à l'image, à soi, au dédoublement de soi, à la bilocalisation, c'est-à-dire qu'on est en même temps ici, on est en même temps là-bas, et c'est un peu comme ça qu'on a. Alors, là, je vais peut-être passer. Alors, donc, quelque part un peu la conclusion de cette partie un peu de théorisation, ça a été que, en fait, il y a une espèce d'avatarisation généralisée qui est en train de se mettre en place. C'est en même temps l'avatarisation du sujet, donc le sujet se dédouble, mais aussi il y a une espèce de dédoublement du monde avec les mondes virtuels. Et que effectivement, tout ça fait partie d'une espèce de vieille affaire. Il y a une suite entre médiasphère, hypersphère, cybersphère, et que même Guattari déjà dans les années 90 parlait d'une efflorescence machinique abstraite explorant le devenir humain. Alors en fait, on a essayé, enfin la base théorique de tout ça, c'est une approche multisensorielle et systémique de l'immersion dans les mondes virtuels. La question de recherche, c'est que comment ça se passe entre cette sphère immatérielle, donc qui sont les mondes virtuels, qui sont l'avatar étant un personnage d'un corps de pixels, et l'autre sphère matérielle,
qui est le corps du sujet, le cerveau, le corps du sujet, qui s'investit dans ce virtuel via ces possibilités technologiques, hein, qui sont l'image interactive, l'avatar, les mondes virtuels, etc. Alors après, on peut effectivement être un petit peu plus, alors, c'est la thèse que, en fait, il y a un mode d'existence avatarial. C'est-à-dire qu'il y a une manière pour l'humain d'exister sous ce forme avatarial, et c'est pour ça qu'il y a une rencontre avec la technique, parce que c'est un mode d'existence technique. Donc, c'est les théories de Simondon, qui est un philosophe des techniques, et qui a écrit son ouvrage un petit peu de fond, qu'il a fait, plus connu, mode d'existence des objets techniques. Donc, est un nouveau rapport. Alors, bon, là, vous voyez un petit peu un certain nombre de références, les casting encore, les espaces images. Là aussi, c'est une manière c'est à cette époque-là, c'est vers 2008, qu'on s'est aperçu que les jeux vidéo, en fait, étaient des espaces images. Étaient pas de l'image picturale, mais c'était des images habitables, des images opérables, hein. Donc, c'est des espaces de simulation, tout simplement. Alors, et que derrière tout ça, il y avait une histoire de bilocation. C'est cette bilocation qu'on a repérée dans les mondes vidéoludiques, la traversée de l'écran, l'immersion matérielle en dessin et d'autres l'écran, c'est cette histoire de bilocation. Alors, on a déjà mentionné les effets un petit peu néfastes de cette affaire-là, qui sont, c'est un petit peu les histoires d'addiction, ou les joueurs excessifs, qui effectivement, et c'est la preuve que c'est un dispositif extrêmement puissant. Les gens peuvent se faire capturer dans ces mondes-là, peuvent complètement transférer leur intérêt, sensibilité, leurs habitudes mondaines, tout simplement, hein, au détriment de leur entourage. Donc ça, c'est des observations qu'on a vues. Et que effectivement, on peut caractériser ces actions comme des téléopérations, comme des téléexistences, enfin, etc. Délégation d'intentionnalité, avec la notion d'agencier, tout ça. Alors, Alors cette vision avatariale, on pense que c'est pas simplement la vision donc de la réalité virtuelle qui est pour le moment d'une manière dominante une vision à la première personne, c'est-à-dire que je ne vois que mon environnement et j'agis dans cet environnement, mais la vision avatariale, c'est de voir son avatar et aussi de pouvoir voir par les yeux de son avatar. Donc c'est ce qu'on appelle la vision avatariale. La présence distale dans un monde n'est pas une illusion, mais une impression de réalité. Donc c'est un peu notre thèse aussi, c'est qu'il y a des effets de réalité, des effets de dispositif de tout ça, qui sont en même temps en train de changer nos habitudes et nos manières d'avoir ce rapport avec ces univers, avec ces technologies. C'est-à-dire que quelque part, le fait de rentrer dans ces mondes que moi j'appelle micro-numériques, c'est un rapport à la technique d'une certaine manière incarné. C'est pas cette technique-là qui est là juste comme tout ce qui nous entoure, enfin dans cet univers technologique. Là, on est dans un rapport beaucoup plus direct, tangible, investissable, et qui a probablement un effet en retour sur nous. Un effet en retour très concret, basique, avec des éléments à repérer, mais probablement aussi un effet général qui modifie notre rapport à la fois à la technique, notre rapport aux autres, et on le voit bien, etc.
Alors, au-delà des mots, des métaphores et des théories disciplinaires, des expériences transfèrent ça. Donc, c'est un peu cette volonté, hein. Donc, c'est bien d'avoir théorisé, c'est bien d'avoir recueilli tous les témoignages, les observations, tout ce qu'on veut sur ce sujet de l'immersion matérielle. Il faut passer à essayer de faire quelque chose qui permette en même temps, et c'est les seules choses que je vais dire sur le dispositif, qui permet en même temps, et c'est la définition de base, avoir un double objectif. Le premier objectif, c'est qu'on puisse avoir un dispositif de laboratoire qui permette la mesure avec toutes les réductions, et on va probablement en parler plus tard, toutes ces réductions pour que ce soit quelque chose d'expérimentable, parce que c'est vrai que dans les premières discussions avec Alain Berthoz, on est parti de l'expérience de Claire Sistac, qui a fait une immersion de 3 semaines dans un jeu vidéo, et qui a témoigné de changement de personnalité par rapport à son avatar, de quelque chose qui était carrément un switch de personnalité et qui perdurait dans le temps, même après le jeu vidéo, etc., qui modifiait évidemment sa sensation, son univers émotionnel et mental, etc. Bon, comment faire que les gens puissent expérimenter ça en direct, hein, ou que si on prend dans une situation laboratoire des gens un petit peu au hasard, il faut qu'ils aient un accès direct à tout ça, il faut que ce soit en même temps mesurable, que ce soit finalement pour une situation contrôlable. Et le deuxième objectif, c'est et c'est le terme devenir avatar, c'est qu'on veut proposer dans des lieux effectivement comme ici, hein, comme la Villette, dans des lieux de médiation scientifique et technique, finalement cette expérience accessible à tout le monde, et on l'a vu à Laval virtuel, où on a eu un stand, où on a passé les 400 personnes qui sont expérimentées le dispositif, que les gens puissent avoir l'expérience, avoir le vécu qu'ils sont avatars. Donc comment on devient un avatar et qu'est-ce que ça fait? Voilà. Donc ça, c'est les deux objectifs. C'est donner au plus grand nombre l'expérience de devenir un avatar, et ensuite avoir un dispositif et quelque chose qui, dans une situation de laboratoire, permet d'avancer dans l'objectivation de ce que les gens disent, ou de tout ce qui se dit, ou tout ce qu'on sait autour de cette problématique. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Thierry. Évidemment, là on était dans la théorisation, on va pouvoir du coup aller plus vers le dispositif qui est à gauche et aussi incarner les idées. Alors je précise juste que le terme de cybernalisation qu'a évoqué Étienne, c'est le fait d'externaliser une intention, un droit, un message, sous la forme d'un modèle simulé, donc sous une forme cybernétique, parce que la cybernétique, la science commande du contrôle, l'adjectif, le préfixe cyber signifie souvent, dans le monde qu'un autre, le fait d'avoir autonomisé un comportement ou une intention dans un simulat, on appelle ça un simulat comme un agrégat, mais dans une entité. Donc cybernaliser, c'est externaliser. Bon, si je veux créer un robot qui va chercher des données sur les avatars sur Internet, je vais externaliser ça, et le petit robot autonome, il est une forme de cybernalisation. Voilà. L'autre point, c'est que l'avatar est un alter techno, c'est-à-dire c'est un double de soi technologique. Donc c'est cette idée d'alter subjectivation, c'est que si je prends un alter ego, nous sommes tous des alter ego les uns pour les autres, on le souhaite, et un alter techno, c'est à la fois un semblable, mais dissemblable, parce que en fait il a une allure plus ou moins repérable, on peut l'identifier ou pas à la classe des êtres humains, c'est pas autre chose qu'un être humain, on l'a vu dans la diversité des jeux vidéo, mais c'est un alter techno, donc un autre que soi, mais qui a un rapport avec soi, qui nous embarque finalement avec ses propriétés. Et du coup, tous ceux qui ont étudié plus finement le jeu vidéo, et bien sûr,
il y a beaucoup de propriétés de l'avatar d'une fait en transition qui sont pas conservées dans le dispositif dont on va parler. Par exemple, les avatars, la plupart du temps, ont des pouvoirs d'action à distance, ont des inventaires, on ouvre une fenêtre, on peut utiliser les pièces d'or, changer ses vêtements, on a une sorte d'intériorité de l'avatar qui s'ouvre dans des menus et des fenêtres qui sont souvent d'ailleurs pas dans le registre de la simulation, ils sont plutôt des interfaces. Et donc voilà, il y a des aspects comme aussi la fatigue, les points de vie qui sont typiques de la simulation comportementale. On est fatigué, on a faim, on hurle, on est blessé. Tous ces aspects-là et d'évolutivité comportementale, on ne les a pas conservés. Donc c'est pour ça qu'il y a des réductions successives qu'on va voir. Et donc Kevin Beaufils va nous évoquer donc maintenant le fait que ce dont on parle de Avatar, un dispositif assez simple puisqu'on va plus le comprendre, je pense avec ton intervention, a été mis en résidence scientifique ici, car il y a un espace de vidéo, juste 2 mots, et du coup on a un accueil et c'est lui qui a été à la manœuvre. Je laisse la parole quand ton micro fonctionne. Merci. Donc bonjour.